Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Au quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo. Au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 pour la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Comme vous le savez très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Repère. Comme vous le savez si bien, nous avons le devoir de vous informer et de vous apporter les nouvelles comme il se doit pour la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, ce nouveau numéro que je dis, c'est un numéro spécial. Je reçois la cellule de suivi de projets et de programmes. Et avec eux, nous allons devoir parler sur la République démocratique du Congo, rien que la République, le Congo. Nous allons s'étendre sur le social et le quotidien des Congolais, que le gouvernement n'aménage aucun effort pour devoir travailler d'arrache-pied pour l'amélioration de vie des Congolais. Je reçois sur ce plateau 3 personnes qui nous font l'honneur de répondre à nos questions du jour. À ma gauche, nous avons le coordonnateur adjoint de la CSPP. Lui, c'est M. Yves Mafon, à qui je dis bonjour et bienvenue, M. Yves. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Très bien. Aussi, à ma droite, nous avons Madame Raïssa Malou, qui est coordonnateur du projet PAF, à qui je dis bienvenue, Madame Raïssa. Merci beaucoup. Et juste à côté de Madame Raïssa, nous avons Madame José Miakoukil, qui est coordonnateur du CSP. À qui je dis bonjour et bienvenue, Madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Très bien. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, avec eux, nous allons s'étendre sur le social et parler un peu sur la vie des Congolais. Vous allez devoir découvrir tout au long de cette émission de quoi il s'agit réellement. Pour ce faire, avant de pouvoir entrer dans le vif de notre émission du jour, nous allons devoir suivre cet élément que la régie nous a préparé. On se retrouve tout juste après. C'est parti. Avec l'avènement d'une nouvelle gouvernance à la tête du pays en 2019, sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC aspire à améliorer durablement les conditions de vie de ses populations en vue de réduire la pauvreté en RDC. Ainsi, en novembre 2020, grâce à une volonté ferme du gouvernement, un nouveau contrat social a été établi entre l'État et les citoyens à travers le plan d'action du gouvernement qui propose la mise en œuvre des réformes publiques visant la traduction de cette vision en politique publique, c'est-à-dire en actions, mesures et stratégies concrètes destinées à atteindre les objectifs du développement de la nation résumés. Afin de faciliter la réalisation de ce plan, le ministère des Finances a mobilisé ces 5 dernières années des ressources importantes auprès de différents partenaires techniques et financiers en vue de financer la mise en œuvre des projets et programmes pour une nette amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Au-delà de l'accroissement du portefeuille des projets sur financement extérieur, qui a plus que triplé en passant de 3 milliards de dollars en 2019 à près de 10 milliards de dollars en 2023, la répartition de ces projets par secteur et par province et ETD a été étendue pour atteindre plus de populations longtemps pénalisées par une pauvreté multidimensionnelle et multisectorielle. En plus de mobiliser les ressources, le ministère des Finances a mis en chantier plusieurs réformes pour améliorer la performance des projets et programmes sur financement extérieur afin de maximiser les résultats escomptés. Cependant,
Des contraintes opérationnelles retardent la transformation des ressources mobilisées en un accès amélioré à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, l'éducation de qualité, aux infrastructures routières et numériques en faveur des citoyens congolais. C'est dans ce contexte que la cellule de suivi des projets et programmes, CSPP Rénové, est devenue un acteur clé du suivi de la mise en œuvre des dits projets et programmes pour le compte du ministère des Finances. Elle vise principalement l'amélioration de la performance des projets et programmes à travers un suivi de proximité. Le portefeuille des projets et programmes suivis par le ministère des Finances comprend plus de 100 opérations reparties en 10 secteurs d'activité et mises en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit des secteurs ci-après: éducation, protection sociale, santé, gouvernance, infrastructure, agriculture, commerce extérieur, entrepreneuriat, environnement et changement climatique. Les résultats obtenus et les progrès réalisés par certains de ces projets et programmes méritent d'être portés à la connaissance des populations congolaises. Éducation. Ce secteur a bénéficié d'importants financements qui ont permis d'améliorer l'accès des enfants issus des familles pauvres à la scolarité primaire et d'augmenter la qualité de l'enseignement d'une manière générale, ainsi que de renforcer les systèmes centraux de l'éducation et de la gouvernance au niveau national. En effet, à travers la mise en œuvre de plusieurs projets à impact direct et visible sur l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, des actions ci-après ont été réalisées. La mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire public à travers la suppression des frais scolaires pesant sur les ménages des plus démunis, facilitant ainsi la réinsertion de plus de 4 millions d'enfants en âge scolaire dans le système d'enseignement primaire. Le nettoyage du fichier de paie des enseignants du primaire, la mise en place d'un numéro vert pour lutter contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel en milieu scolaire. La mise en place d'un système de recrutement des enseignants et des directeurs d'écoles primaires basé sur le mérite. La réhabilitation et l'équipement de 60 écoles dans les provinces du Bandundu, Olomami et Maniema. La réhabilitation, la construction et la modernisation des écoles de référence telles que l'Athénée royal de Kananga, etc. Ces financements ont également permis à 10 millions d'élèves scolarisés dans l'enseignement primaire de bénéficier de manuels scolaires sur l'ensemble du pays. 3 millions d'élèves de bénéficier d'un meilleur enseignement grâce à la formation d'inspecteurs, de chefs d'établissement et d'enseignants. 64 500 enseignants de première et deuxième de bénéficier de la formation en lecture et 1200 enseignants formés dans le système d'EPE réformé. Santé. Le secteur de la santé en RDC a longtemps souffert d'une carence en infrastructures et en médicaments essentiels de qualité. Les financements affectés au secteur de la santé ont sensiblement contribué à l'amélioration du secteur à travers la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures sanitaires, la dotation en équipements médicaux selon une approche standardisée, ainsi que une suppression des frais liés aux accouchements des femmes sur toute l'étendue du territoire national. Plus spécifiquement, 900 000 femmes ont bénéficié d'accouchements gratuits, 60 centres de santé ont été réhabilités et équipés dans les provinces du Bandundu, Olomami et Maniema. 59 hôpitaux du pays ont reçu des équipements médicaux et médicaments pour une valeur de 30 millions de dollars américains. Des millions de doses de vaccins J&J d'une valeur de 10 millions de dollars américains ont été octroyées à la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. 404 000 femmes ont bénéficié des soins prénatals gratuits. Plus de 1,5 million d'enfants ont bénéficié de traitements gratuits contre la malnutrition dans la province du Kasaï central. Énergie. Le volet énergie du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, électrification par système solaire de bâtiments publics et centres de santé et d'enseignement et implantation de points d'éclairage public. Électrification du site de l'Université de Kinshasa par système solaire photovoltaïque. Protection de postes et sous-stations SNEL contre les inondations et les érosions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le premier module sur 3 au complexe industriel de l'Ozone afin d'améliorer la desserte en eau potable au niveau de la ville de Kinshasa, avec une capacité totale de production de 330 000 m3 par jour, offrant ainsi l'accès à l'eau potable à plus de 2 millions de personnes à Kinshasa. Les bénéficiaires se réjouissent d'une eau qui coule désormais avec une forte pression dans des zones qui connaissaient une difficulté jusqu'alors.
L'offre à terme sera de 650 000 m3 pour une large couverture. Lorsqu'on sait qu'en RDC, seulement 45% de la population a accès à l'eau potable, l'objectif de 80% en milieu urbain et 60% en milieu rural à l'objectif 2030 est en marche. Entrepreneuriat. Initié par l'État congolais, mis en œuvre en 2019, le projet vise une augmentation des revenus du secteur privé en RDC, dominé par des micro et petites entreprises. Un coup de pouce à l'entrepreneuriat, destiné à appuyer le potentiel de croissance des entreprises privées en RDC, pour impacter et créer de la valeur dans l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'autonomisation des centaines de milliers d'entrepreneurs. Depuis son initiative, 430 PME ont bénéficié à ce jour d'un accompagnement complet et plus de 960 jeunes ont reçu le même accompagnement. Tandis que 1600 jeunes ont, par la suite, été initiés à l'entrepreneuriat parce que le projet met un accent particulier sur la candidature des femmes. 7720 femmes, micro-entrepreneurs, ont été formées à l'initiative personnelle dans le but de leur permettre d'élaborer des plans d'affaires simplifiés et ont bénéficié des équipements de production. La République démocratique du Congo a désormais mis le cap vers un développement certain et les finances publiques n'ont jamais été aussi bien suivies. Le ministère des Finances garantit au gouvernement, aux bailleurs de fonds, aux exécutants et aux bénéficiaires une allocation et une gestion pertinente, appropriée et optimale des ressources financières pour les projets et les programmes en faveur du développement économique et social en République démocratique du Congo. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cet élément aussi important, intéressant, qui détaille tout simplement comment est-ce que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Alors, ma première question, j'aimerais demander à M. Yves. Monsieur Yves, pour les personnes qui vous suivent pour la toute première fois sur Repère aujourd'hui, sur Congo Buzz, et ne connaissent pas trop bien les CSPP. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que les CSPP et quelle est la mission du CSPP? Merci pour la question, monsieur le journaliste, et aussi pour l'invitation. Je vous en prie. D'entrée de jeu, ce que je dirais, c'est que la CSPP est un des services du ministère des Finances, créé en 2011. Mais comme la vidéo l'a indiqué, elle a été restructurée en effet en 2023. Notamment pour adapter le dispositif d'appropriation nationale des projets sur financement extérieur à l'enjeu de l'accroissement des ressources ou des financements extérieurs constatés ces 3 dernières années. Et dans cet ADN, la CSPP a pour mission, en effet, de garantir, à la fois en tant que service à équidistance entre les bailleurs, mais aussi le gouvernement, à garantir en effet que les financements extérieurs sont à la fois positionnés dans les projets dans des conditions de préparation, d'identification et de négociation optimales qui permettent à ce que, dès que les projets sont négociés, qu'ils soient très rapidement mis en œuvre. Et son rôle va jusqu'au niveau de l'exécution, c'est-à-dire lorsque les projets entrent en vigueur, il est temps de les mettre en œuvre. Et ces projets sont confiés en effet aux unités de gestion de projet. Et donc la CSPP fait une sorte de overview et se rassure à ce que les projets sont exécutés conformément aux objectifs des développements consignés dans les accords de financement signés par le ministre des Finances. Et donc dans cet esprit, le rôle de la CSPP va jusqu'après l'exécution de projets pour en effet tirer essentiellement tous les retours d'expérience que les projets. En amont et en aval. En amont et en aval du cycle de projet. Donc il couvre l'ensemble du cycle de projet comme vous l'avez bien dit. Voilà. Très bien. Alors quel est le rôle que joue la CSPP en fait dans la modification des ressources extérieures destinées au financement des projets? En fait, la CSPP ne modifie pas les ressources extérieures, mais elle, en effet, dans son travail, d'abord, il faut préciser que la mobilisation des ressources extérieures est une attribution du ministère des Finances, consignée dans l'ordonnance portant attribution des ministères. Et dans cet esprit, la coopération financière internationale reste
pour les pays en situation de fragilité, comme la RDC, un des leviers essentiels pour le financement du développement, qui vient appuyer en effet les efforts de mobilisation des ressources propres. Et donc, la CSPP, en effet, accompagne ce travail de mobilisation des ressources extérieures et dans cet esprit, il va jusqu'à proposer, en effet, les meilleurs choix technico-financiers que le ministre des Finances est appelé à prendre pour mobiliser, en effet, les ressources extérieures. Voilà. Très bien. Avant d'aller me tourner auprès de Madame Raïssa, j'aimerais que vous puissiez nous dire à combien estime-t-on aujourd'hui les fonds mobilisés en fait auprès de PTF et qui sont-ils en réalité? Parce qu'on parle, ce sont des acronymes, mais on aimerait beaucoup plus que vous puissiez nous éclairer sur ce qu'ils sont en fait. Très bien. Alors la vidéo l'a dit tout à l'heure, depuis 2020, pardon, je voulais dire, 3 ans passés, les ressources sont passées quasiment de, en effet, 3 milliards à près de 10 milliards aujourd'hui. C'est un total cumulé. Voilà, il s'agit d'un total cumulé. Il faut le préciser comme ça. Total cumulé, ça suppose que c'est glissant. Voilà, donc on part d'une année à une autre et les ressources s'accumulent. Alors, donc, ces ressources, en effet, viennent de qui à l'issue de la mobilisation des ressources engrangées par le ministère des Finances? Ces ressources viennent des partenaires bi- et multilatéraux. Parmi les partenaires multilatéraux, nous avons la Banque mondiale, nous avons la Banque africaine de développement, nous avons la Banque arabe, la BAD, effectivement, okay. Merci. Nous avons la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Nous avons le fonds de l'OPEC, okay, appelé par acronyme OFID. Nous avons également le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, qui est une agence des Nations Unies. Et de l'autre côté, du côté des bailleurs bilatéraux, nous avons l'Agence française de développement, la KfW et l'Union européenne. Donc voici quelques bailleurs qui, en effet, contribuent au panier des ressources extérieures ou des financements extérieurs que le ministère des Finances mobilise. Donc ce sont ces partenaires qui contribuent à renforcer ou bien à faire en sorte que le projet soit en marche. Effectivement, les partenaires apportent les financements, mais les projets sont avant tout les projets du gouvernement. Okay. Donc, voilà pourquoi je disais que si la CSPP a été restructurée, c'est en effet pour renforcer l'appropriation nationale dans la prise en charge et la mise en œuvre des projets financés par les ressources négociées auprès de ces bailleurs. Très bien. Madame Raïssa, encore bienvenue sur Repère. Nous venons de suivre l'élément qu'on nous a balancé par la régie. On a parlé de la scolarité et ainsi de suite. Comment est-ce que le gouvernement a pris une très belle initiative de pouvoir rendre la gratuité, l'enseignement plutôt gratuite, parce qu'on le sait très bien, depuis des lustres, la gratuité n'a jamais, l'éducation n'a jamais été gratuite en République démocratique du Congo depuis des années. Aujourd'hui, le président de la République a pris cette décision-là. Il y a eu des millions qui ont regagné le banc de l'école. Alors, la question est de savoir, allons-nous nous rester seulement sur la gratuité ou il y a encore d'autres perspectives qui accompagneraient peut-être la gratuité d'une certaine façon? Alors, avant de répondre, je voudrais d'abord donner quelques précisions, notamment sur les projets, parce que le Corda a rappelé que les projets sont financés par différents partenaires. Il faut savoir en fait que ce que font les projets, c'est de mettre en œuvre des solutions identifiées par rapport à un problème que l'on a identifié au niveau du pays. Et ils les mettent en œuvre dans des zones où le problème est le plus criant. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'on a regardé la vidéo ensemble, on a vu une série de chiffres. Je suis sûre que toutes les personnes qui aiment beaucoup les statistiques chez vous vont se dire, oui, mais comparé à ces statistiques et aux données globales du pays, cela peut paraître qu'une action parfois limitée, mais il faut savoir que ce que nous faisons, c'est vraiment tester des solutions qu'on pense qui fonctionnent dans la zone où la population a le plus besoin de cette
de la solution qui est proposée. Alors, il faut aussi savoir qu'au niveau du secteur de l'éducation, ce qu'a le gouvernement, c'est une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, avec 3 axes qui sont l'accès, la qualité et la gouvernance. La mesure de gratuité dont vous venez de faire mention, en fait, agit sur l'axe accès. Donc, ça a permis que l'on ait beaucoup plus d'enfants dans les écoles. Ce que va faire le gouvernement maintenant, c'est se concentrer sur l'aspect de qualité. Et donc, il va y avoir justement une série d'investissements via des nouveaux projets, comme le projet... Quand le gouvernement a lancé la gratuité de l'enseignement, il n'a pas pensé préalablement sur la qualité. Il a d'abord lancé, au fait, la gratuité. Non, il y a eu des actions de qualité, la preuve, la vidéo en a parlé. Il y a eu des actions de qualité des projets précédents. Ici, je fais juste remarquer ça parce que vous avez axé les choses sur la mesure de gratuité. Donc, c'est pour vous dire que la mesure de gratuité est une mesure qui favorise l'accès, et elle l'a très bien fait. Et là, le gouvernement va continuer et il va maintenant renforcer notamment tout ce qui va être mesure de qualité. Et donc, on va notamment rendre l'accès aux écoles sûr et équitable, en particulier pour les filles, et on va améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage au niveau de l'enseignement primaire et au niveau de l'enseignement secondaire. Donc, il faut savoir que les actions du gouvernement dans le secteur de l'éducation, c'est vraiment d'agir sur ces 3 axes, l'accès, la qualité et la gouvernance, et il s'appuie de ses partenaires pour pouvoir justement tester les solutions qu'on pense qui fonctionnent, de les tester dans les lieux où le besoin est le plus criant, et après de permettre une généralisation à l'ensemble du territoire. Très bien. Mais il n'y a pas, par rapport à la qualité, parce que j'aimerais me tendre un peu quelques minutes là. Quand on a lancé la gratuité de l'enseignement, beaucoup ont crié que, oui, certes, la gratuité, mais la qualité a détérioré et que aujourd'hui, les enseignants donnaient beaucoup plus un coup de bâton. En fait, ils faisaient du micmac, ils faisaient des choses parce qu'il y avait la gratuité. Autrefois, ils recevaient leur dû d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a un suivi sur l'enseignement et par rapport à, vous avez dit, il y a eu accès au certes, mais par rapport à cette qualité-là, il y a un suivi particulier pour relever la qualité de l'enseignement? Absolument. Le gouvernement va mettre en place en fait toute une série pour améliorer la formation continue des enseignants. Vous savez que c'est sur la qualité des enseignants, sur leur formation que l'on améliore la qualité de l'éducation. Et donc au niveau du secteur de l'éducation, on va avoir une amélioration sur la formation continue, la formation initiale des enseignants, du primaire et du secondaire. On va également améliorer tout ce qui est coaching des enseignants via l'inspection nationale, parce qu'ils jouent un rôle important. Et donc on va améliorer en fait ce travail de coaching, de mentorat pour améliorer vraiment la qualité des conditions d'enseignement. Il y a la partie de construction des écoles. Le problème avec l'accès, c'est que nous avons eu beaucoup d'enfants dans nos écoles et donc on a une nécessité, un besoin de construire des infrastructures. Donc agir sur l'enseignant est important, agir sur les infrastructures, également sur les intrants, les ressources scolaires. Et donc vous avez vu, on a déjà distribué des manuels scolaires au niveau de l'enseignement primaire. Il va également y avoir des manuels scolaires qui seront distribués au niveau de l'enseignement secondaire. Donc tout ça, c'est pour dire que la mesure de gratuité était une bonne mesure. Le gouvernement, évidemment, a tout à fait conscience des difficultés et des points de levier et met en place maintenant aussi donc, tout ce qu'il faut pour améliorer les choses et faire en sorte que l'on puisse assurer la meilleure éducation possible où qu'on soit sur le territoire. Madame Rezé, je reste encore avec vous. J'aimerais ce que vous puissiez nous dire par rapport au programme, parce que le programme que nous utilisons aujourd'hui, c'est un programme, excusez-moi de le dire, c'est un programme caduc. Il y a des années aussi, même pas des décennies, c'est un programme que les Belges ont laissé. Et nous continuons encore avec ce même programme. Est-ce qu'il n'y a pas des projets ou bien des perspectives comme ça à revoir le programme dans le contexte actuel? Par exemple, il y a ces cours-là qui ne cadrent plus au fait avec la vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà des projets en place pour pouvoir changer le programme? Tout à fait. Alors en fait, il faudrait éviter la généralisation. Ce ne sont pas tous les programmes de toutes les disciplines et de tous les niveaux qui sont caducs. Il faut savoir qu'ils ont été rénovés. Simplement au niveau de l'enseignement secondaire, un projet précédent, le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, donc PECPSU en sigle, excusez-moi d'utiliser encore un acronyme, a justement permis de faire la réforme des programmes du domaine d'apprentissage des sciences, des 6
6 années du secondaire et également dans ces disciplines au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc ces nouveaux programmes ont permis notamment d'apporter une nouvelle approche pédagogique et qui est utilisée dans les autres domaines d'apprentissage. Il faut savoir que les programmes aussi de l'enseignement primaire ont été pas mal modifiés. Donc ces 10-15 dernières années, avec la stratégie sectorielle, etc., vraiment le gouvernement s'est mis dans une véritable volonté d'améliorer la qualité de notre enseignement. Il a déjà commencé à procéder à la réforme des programmes. Et vous savez que dans nos écoles secondaires, ce sont bien des nouveaux programmes pour les domaines des sciences et des mathématiques qui sont en œuvre. Maintenant, le travail doit continuer et élargir ça dans les autres disciplines. Et c'est bien la volonté du gouvernement. Très bien, Madame Raïssa. Je reviens à Monsieur Yves. Vous avez parlé des ressources, les ressources qui sont mobilisées par différentes bailleurs de fonds, tel que vous l'aviez mentionné là. Je parie que les téléspectateurs ont aussi compris. J'aimerais ce que vous puissiez nous dire, bien nous donner quelques exemples, ces ressources mobilisées qui améliorent les conditions de vie de la population congolaise. Alors, je pense que la vidéo a indiqué clairement. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que les ressources sont mobilisées par le gouvernement à travers le ministre des Finances, auprès des bailleurs. Et ces ressources sont orientées vers, en effet, les priorités structurelles du gouvernement, notamment pour la période allant de 2020 à 2023 sur le programme d'action du gouvernement. La vidéo indiquait clairement qu'il y a 10 secteurs, en effet, qui ont été priorisés, notamment l'éducation, évoquée par Madame Raïssa tout à l'heure, avec les réalisations dans le cadre du projet PERS, qui appuie la gratuité de l'enseignement, mais aussi dans d'autres secteurs tels que la santé, avec des projets comme PDCS, mais également d'autres secteurs, notamment de la gouvernance, et ainsi de suite. Donc voilà un peu les quelques secteurs à travers lesquels les financements extérieurs sont orientés. Voilà. Alors, quels sont les défis majeurs relevés à ce jour sur la mise en œuvre des projets? Alors, les défis sont à la fois, je dirais, globaux, mais aussi spécifiques. Spécifiques peut-être à chaque projet. Pour ce qui concerne les projets, Madame Raïssa pourra peut-être revenir là-dessus. Mais les défis globaux restent aujourd'hui, en effet, la capacité d'absorption du pays. Je disais tout à l'heure qu'il y a une progression nette qui a été faite dans le sens d'améliorer la capacité du pays à absorber ses financements. Voilà pourquoi il y a cette nécessité de conjugaison d'efforts à la fois au niveau des bailleurs, mais aussi du gouvernement, pour améliorer la qualité de l'exécution des projets. Alors, pourquoi la capacité d'absorption? Parce que le fait de bouger l'absorption du pays, sa capacité d'absorption, a un effet direct et immédiat sur le vécu quotidien des Congolais. Donc, plus le pays a les ressources mobilisées, plus il a la capacité d'exécuter ces ressources dans les meilleures conditions, notamment dans les différents secteurs évoqués dans la vidéo. Ça permet en effet pour chaque secteur d'obtenir des résultats, des développements conformément aux objectifs des différents projets. Madame Raïssa, vous avez à rebondir? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais, en fait, donc, les projets en fait, testent des solutions dans des zones et pour des populations chez lesquelles le problème identifié est le plus criant. Le défi de la mise en œuvre d'un projet revient vraiment de notre capacité d'apprentissage. En fait, quand on met en œuvre un projet, on en apprend énormément sur nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire notre administration, notre manière de fonctionner, notre pays, etc. Et donc, le défi dans la mise en œuvre des projets, au-delà, en plus de ce que le Corda vient d'indiquer, c'est vraiment la capacité des ministères à apprendre de la mise en œuvre de ces projets qui sont localisés géographiquement et dans le temps, pour justement en étudier la meilleure généralisation. Et ça fait partie de tout le travail aussi du projet, au-delà de la mise en œuvre, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que nous apprenons de notre système éducatif, puisqu'on est dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce qu'on apprend sur les conditions matérielles de nos provinces, qu'est-ce qu'on apprend sur nos populations, et comment, à partir de cette information que le projet nous apporte, comment, nous pouvons généraliser à l'ensemble du pays. Donc ça, c'est vraiment l'un des défis majeurs dans la mise en œuvre des projets. C'est vraiment notre capacité d'apprentissage. Nous sommes dans un pays continent.
Exactement, tout à fait. Mais cela dit, le fait notre géographie ou notre taille n'est pas en soi une difficulté grâce à la technologie. Et donc, c'est au contraire un atout. Le tout, c'est d'apprendre correctement pour justement s'appuyer sur cet atout. Alors, maintenant, je veux faire intervenir Madame José, le coordonnateur, Madame José. Cette question est à vous. J'aimerais que vous puissiez nous dire, excusez-moi, quelles sont les réalisations phares des projets que vous avez pu exécuter dans les secteurs que la vidéo vient, bien l'élément que nous avons suivi. Merci beaucoup pour la parole. Laissez-moi d'abord rappeler que la CSEP n'exécute pas des projets. Nous faisons le suivi de l'exécution des projets, absolument. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cette confusion-là. Hein. Nous faisons des suivis pour les comptes du ministère des Finances. Alors, jusque-là, en tout cas, il y a beaucoup de réalisations. Pour ne citer que les plus grandes réalisations, par exemple, je vais vous donner un bel exemple. L'usine de distribution d'eau de l'Ozone. Ce sont des travaux qui ont commencé depuis longtemps. Les marchés étaient passés depuis très longtemps. Mais il a fallu qu'il y ait une restructuration de ces projets-là. Et à partir de 2022, je vais dire, à partir de 2020, les travaux ont vraiment accéléré. Et en 2022, quand nous sommes arrivés, aujourd'hui, l'eau est distribuée, l'usine est terminée, l'eau est distribuée. Moi, je me souviens bien que moi, j'avais mes parents en Binza qui ont passé 8 ans sans eau. Mais aujourd'hui, quand tu vas en Binza, il y a de l'eau qui coule dans ces robinets-là. Et c'est à la population maintenant de prendre soin de ça aussi, parce que c'est tout un ensemble. C'est bien beau que l'eau sorte, mais au moins la population aussi a son devoir pour s'assurer que ça se passe. Et il y a beaucoup d'autres réalisations sur le plan social. Il y a un projet social, par exemple, qui est financé par la Banque mondiale. Aujourd'hui, quand on va dans certaines provinces, il n'y a pas longtemps, j'étais en mission à l'Équateur, à Guado, où la seule entreprise, c'est un financement qui existe, qu'on appelle le projet STEP, mais c'est un financement qui a été mobilisé par qui? Justement par le ministère des Finances pour ces secteurs sociaux-là. Mais aujourd'hui, dans ces coins, c'est pratiquement la seule entreprise qui vraiment utilise les gens pour être, si les gens ont un peu de salaire à la fin du mois, si les gens ont un petit travail à faire, ainsi de suite, c'est cet unique projet-là. Mais ça ne suffit. Donc, si on veut parler des réalisations jusqu'aujourd'hui, enfin, jusque-là, sincèrement, on va passer beaucoup de temps ici. Ça nous prendra une émission spécifique pour ne parler que des réalisations. Dans le domaine de la santé, dans l'éducation, comme Mme Raïssa a dit, là, il y a beaucoup de réalisations. Dans le domaine de la santé, il y en a beaucoup. Dans le domaine de l'agriculture, il y en a aussi, ainsi de suite. Dans le domaine des infrastructures, d'ailleurs. Bientôt, les travaux vont être lancés pour des contrats qui ont été signés pour des routes qui vont relier les centres du Kananga jusqu'à l'Est. Il y a un deuxième projet qui est déjà en préparation pour voir d'autres tronçons qui ne sont pas encore reliés, pourquoi pas aller vers le sud aussi, pour faire un peu de la RN1. La RN1, c'est la route nationale 1, évidemment, qui va de Matadi pour aller jusqu'à l'est là-bas. Donc en fait, il y a déjà beaucoup de réalisations. Cette partie des routes n'a pas encore commencé, mais les contrats sont déjà signés. Donc très bientôt. Les travaux vont devoir commencer incessamment. Voilà. Monsieur Yves, nous savons très bien que l'économie congolaise est extravertie parce que nous ne produisons pas. Le président de la République l'a plusieurs fois dit lors de ses meetings. On veut parler ici par rapport à l'agriculture. Comment on peut palper jusque-là en fait les réalisations sur ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des éléments palpables qu'on peut déjà nous voir que des travaux sont en train d'être faits d'une certaine façon? Très bien, merci pour la question. Je pense que la vidéo disait qu'au moins 10% des ressources mobilisées sont orientées vers le secteur de l'agriculture. Alors, ces financements viennent à la fois de plusieurs bailleurs. Donc, il y a une partie qui est prise par la Banque mondiale, une autre par le FIDA et une autre également par la Banque africaine de développement. Donc, effectivement, en termes de réalisation, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, du projet PASA NK, quand vous allez financer par le FIDA, quand vous allez notamment dans la zone d'exécution du projet à l'Est, vous constaterez qu'il y a une structuration des coopératives de ce coin
qui permet à ce que, en effet, les personnes qui sont structurées dans cette coopérative arrivent à obtenir des intrants dans le cadre de ces projets. Et cela est de même également pour d'autres projets encore en cours. Il y a d'ailleurs un projet qui a déjà été amorcé et qui aura pour objectif, en effet, d'appuyer la chaîne de production, notamment du manioc, du maïs, mais aussi du soja, au niveau des provinces telles que le Congo central, le Kwilu, le Grand Bandundu, je voulais dire, à travers le projet à venir. Donc voilà un peu les quelques réalisations qu'on peut tirer ça et là. Comme Madame a dit, il faut toute une émission pour parler en effet des résultats, étant donné qu'il y a beaucoup de résultats qu'il faut essayer de placer les uns et les autres dans les secteurs donnés. Voilà. Très bien, je voulais revenir un peu sur le secteur infrastructure. C'est chiffré à combien de kilomètres de route qui, par exemple, par rapport au projet qui sera construit, par exemple? Alors, donc, Madame Le Cordeau l'a dit tout à l'heure, c'est pour la première fois depuis, je dirais, l'indépendance, que le gouvernement prenne l'initiative, en effet, de relier le province, mais en partant du port de Banana, ok, à travers la RN1 jusqu'au niveau de Kolwezi et remonter également à travers la RN2 jusqu'au niveau de l'Est. Donc, quand vous prenez à ce stade ici, vous prenez le tronçon de la RN1, il y a également, je dirais, une bonne partie de la RN1 qui est déjà exécutée. Vous allez vers le Kassai, dont Madame a dit tout à l'heure, Madame Le Cordeau, dont les contrats sont déjà signés et les travaux seront lancés. Donc, quand vous prenez la durée de ces projets, il faut se donner 4 ans pour voir que réellement le nombre de kilomètres projetés peut être réalisé. Je sais que la RN1 peut prendre à peu près 3000 km comme ça. Donc je pense qu'à ce jour ici, la proportion est assez bonne, la dynamique elle est assez bonne. Donc il faut attendre que voilà, les projets entrent en exécution pour obtenir les résultats. Merci. Très bien, Monsieur Yves. On a beaucoup parlé en lingala, on doit aussi en français, il faut parler plutôt, en lingala. On a plutôt parlé en français. J'aimerais aussi donner la possibilité à toutes les personnes qui nous suivent dans le coin et les recoins du pays à pouvoir un peu comprendre. Ma projet est mis en fait à pied. Est-ce que la population congolaise aza na kati ya ko s'approprier na ba projet wana et puis aza comprendre utilité ya ba projet wana? Est-ce que aza na kati ya comprendre et réaction ya population eza ndenge? Non, na loba ndenge lobi penza na lingala tata journaliste oyo tozo sala oyo na yo à travers invitation na yo effectivement eza po na ko sala sensibilisation wana, pédagogie nécessaire pour aider la population à comprendre que le projet le gouvernement à travers l'organisation à Libanda, ils apprennent bien la population. Maman Korda Outi Koloba tout à l'heure, effectivement, on a fait na Mbinza Pigeon. Nous avons fait na Pigeon, nous avons fait Okima Pigeon. Pour nani parce que Pigeon, ils ont une réputation que maï et bien la Pigeon té. Ça fait des années. Ça fait des années. Mais les lots sont qui na Pigeon, tout na batu bazan na Pigeon, tout na population bazan na Pigeon, ceux qui vous font les pompi na Pigeon maï bimarati na moi. Effectivement, ils ont l'écolo, il y a projet wana au Mama Kordo a expliqué. OK, les sous côté aller Mbaimbu pour na lobelaka maï. Quartier wana le Mbaimbu. Et ça là, je pense plus de 15 ans, 20 ans, Maïbi Makati. Mais à travers projets financés na bailleur, par effort du gouvernement, quartier wana lelo ezana mai. Na mona ra vidéo mo reso ina moni yango na moni ndenge ba mama bazo sepela bazo bina parce que mai ezo bima na pompi au milobi yo moko que esengeli malamu to batela ba biloko wana. Donc voilà un peu auto ko loba na tina ya Nanga ki to simba secteur ya énergie parce que na élément to landia ba lobelipe énergie, comment est-ce que na projet eza na nani ya ko étendre énergie
Ngumba Mobimba, il y a Mboka, na artère nyonso, il y a ma ville, surtout étendue de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ngana yo toyebik sur le plan peut-être Nengolbi wana ya mai, et ça déjà résolu côté à Pigeon wana, mais ce côté à Lotiliki, tout ça na kokoso moko makasi parce que aujourd'hui ils ont la place mon côté sous au boye, il y a prestige na Congo ou bien na Kinshasa, sous na Kinshasa. Tout le monde a quand même Lotiliki, mais bon bazan ba fin fond sous ba mona ko Lotiliki té. Alors projet wana ils ont but à desservir Mboka Mobimba et que s'étendre na durée nini. Merci. Pour na Lotiliki, ozali na raison. Moussa les Osalema. Na opesa yoka moko. Na banzo ebi centrale ya Zongo 2. Centrale ya Zongo 2 et Tongama. Et si là, ceux qui makanisi nangeza malamu na bambula 2019 to 2020. Mais centrale wana pour Lotiliki ya centrale wana et bénéficier na Kinshasa, na bana Congo et sengilaki ba ligne ya transport ezala. Les loyo soroke na Kinsuka okomona que poste o bengara poste à 220 kVA et sili. Yango ne ko permettre que Lotiliki ya Zongo 2 et ya effectivement pour nako sunga ko réduire tension à nos zoloba que ya Lotiliki eza moi passé. Projet wana et ko sunga makasi nanzela ya poste wana ya 220 kVA ya Kinsuka. To recueil loba na ba projet nyonso o eza mise en place et que peuple congolais a un likia et que tant ba projet nyonso o eza la mise en œuvre et que congolais nyonso akoki ko vivre quand même na ba condition moko ya malamu. Dans la banzi eza musala ya ndenge balobaka na français à long terme. À long terme. Donc ils ont processus. Ils ont makambo eko salema à court terme ou ils ont lelo ils ont salema ou toti koloba awa ils ont makambo oyo ba résultat nango eko zala à moyen terme oyo ils ont nanzela et puis à long terme. Donc je pense que ba service à l'état nyonso o baza ba impliqué na projet bazo sala misala na ndenge sengeli pour effectivement ba projet et puis ça bah résultat au niveau ya population. Oui, voilà. Certes, parce que mon tour dans les qui a royeba population ou azolanda biso na minute a koki ko tia vraiment eliki na ye que même à un projet à court terme wana to un projet à long terme a tia eliki a tia motema na ye et que aux jours à venir que bah conditions de vie et que s'améliorer. Eliki ezali ya mise en place ya projet. Eliki ezali na nupona nini na peso exemple ya Pigeon. Soki basali yango na Pigeon to na espace nyonso wana ya Monga Fula Ngaliema ainsi de suite. C'est que ekosali mape bipai mususu. Alors ba projet ndenge tozali koloba awa esali maka na ba zone na ba espace. Basali na un espace moko place problème wana ezo se poser ndenge madame Raissa lobaki tout à l'heure. Ensuite solution wana ce que salemi malamu basali yango mise à l'échelle, c'est-à-dire et que na espace mususu ainsi de suite. Donc je pense que Eliki ezali so tali ba résultat ezalelo na mibu ezoya, je pense que Eliki sengeli ezala. Voilà. Très bien, madame José. On va devoir bientôt là, mettre terme à notre entretien du jour, mais j'aimerais que vous puissiez nous donner quel est l'élément principal ou bien qu'on peut tirer comme enseignement dans la mise en place de ce projet qui sont mis en œuvre pour le bien-être de la population congolaise. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je pense qu'une des grandes leçons apprises dans la mise en œuvre des projets, c'est vraiment, comme on l'avait dit avant moi, le Corda et aussi Madame Raissa, c'est vraiment la capacité d'absorption. La capacité d'absorption, c'est-à-dire la capacité du pays à utiliser l'argent en question. On a bien vu, on avait un portefeuille qui, vers les 2020, était autour de 3 milliards. Aujourd'hui, à force de mobiliser les fonds, nous sommes à pratiquement 9 milliards. Et consommer cet argent-là, c'est-à-dire cette capacité d'utiliser l'argent dans son ensemble n'est pas encore là, mais nous y arrivons. Je vais donner un exemple. La capacité d'absorption augmente chaque année. En
2022, par exemple, en 2022, bien 2021, on avait pu consommer 640 millions de dollars, quelque chose comme ça. 2022, 670 millions de dollars. En 2023, en tout cas, c'est passé dans les 800 millions de dollars consommés dans l'année. Et en 2024, nous sommes en train de viser d'atteindre au moins le milliard dans la consommation. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est toute une éducation et aussi il y a des renforcements à faire. Parce que jusque-là, on verra qu'une bonne partie de cet argent consommé ou bien utilisé vont dans des entreprises étrangères qui, elles, ont les capacités de venir exécuter les travaux. Maintenant, nous, au niveau de la CSPP, avec l'appui de notre ministre, avec les bailleurs de fonds, nous avons commencé ce travail de renforcer un peu les capacités, bien d'éduquer les entreprises locales dans la façon de faire des bailleurs de fonds, de façon à ce qu'elles aussi commencent à avoir ces capacités-là. Parce que c'est ça aussi le but. L'argent, ce n'est pas seulement mobilisé pour que les entreprises étrangères bénéficient de ça, mais aussi c'est pour renforcer les capacités locales, pour les bien-être des entreprises, pour les bien-être des populations. Donc c'est vraiment tout un travail. Ça, c'est vraiment une des leçons principales, c'est-à-dire cette capacité. Oui, en tout cas. Pour comprendre le lobby. Donc leçon penza o ya tina o biso to yekoli na ndenge ya kolandaka ndeni ba projet za exécuter. Il faut kolendi sa capacité, c'est-à-dire makasi ya Congo, ya ko consommer mbongo wana oyo mobiliser oyo eza wana. Parce que si mbongo neza na consommer te population par na nebola monango te. Pas du tout. Or mbongo consommation en tout cas ezomata. Bana to bandaki mosala ngo wana bana na 2020 au mona que chaque année consommation sotali mbongo eza mobiliser oyo ezali consommer na chaque année ezomata. Et bani na 640 millions année elandi comme na 670 millions année mosusu ote le kana kala mingi te na 800 et quelques. Siko tozo viser to komata na 1 milliard et ainsi de suite. Eza mosala oyo ali que eza ekozwa mwa tango mais ceux qui to kosala ngo eza ndengwana pona nini capacité na poto bongisa ngo malamu. Pour ceux qui ebungami elingo ba que population pe ko mona bola monini ya ba projet wana. Bato pe bana mwa nini ba commerce na bango ba komona bola munango. Bato baza na mwa ba entreprise nango parce que ba entreprise mingi oya biso ya ba congolais et ba katen ezaka na capacité wana te ya kozala ndeni ba koki ko gagner pe ba marché na ba projet eza financé na ba nini o ndenge nini gouvernement ezoluka mbongo da ba banque mondiale ba nini banque africaine de développement baza na capacité wana te. Donc toza côté ya bango malembe po bango pe ba koma na makasi na to capacité na ya kolinga ba koma pe ko sala mosala na kata ba projet wana. Plus tard au moins que ceux qui balandi en malamu pour ça va pas yozala toujours mais yozala sous makasi ndenge ezali côté. Voilà. Très bien. Alors madame Raissa, vous avez 2 minutes de passer un message à la population qui nous a suivis tout au long de cette émission. Qu'est-ce qu'elle peut retenir? Quel est le message que vous pouvez passer à la population pour apporter encore plus d'espoir et de croire en ce projet? Alors, le message en particulier que je voudrais faire passer et qui me semble important, qui est en rapport avec le projet PAF, qui est le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, c'est que si nous avons une volonté absolument d'améliorer la qualité de l'éducation, si nous avons absolument une volonté d'améliorer en fait le développement de notre pays, il faut notamment que notre système éducatif soit le plus inclusif possible. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important que nous assurions que tous nos jeunes, les filles et les garçons, aient accès à l'éducation et qu'ils aient accès à une éducation de qualité. Il est donc important qu'en termes de société, nous travaillons pour permettre aux filles, où qu'elles soient, quelles que soient les provinces du pays, qu'elles aient accès à l'éducation. Donc on a absolument intérêt à améliorer l'éducation des filles notamment, améliorer les conditions d'enseignement pour tout le monde, mais faire en sorte que les filles puissent aller à l'école. Et pour ça, il faut donc que nos écoles soient des environnements sûrs, soient des environnements inclusifs. Et ça, le message que je vais faire passer, c'est que le gouvernement a conscience de ce travail et va travailler ensemble. Mais pour que cela réussisse, on a besoin d'une mobilisation de la population. Vous avez énormément parlé et en nous posant des questions, finalement, vous vous êtes concentré sur l'action du gouvernement, sur l'action des projets. Mais il faut savoir que les projets et les actions que l'on mène ne peuvent pas avoir d'effet s'il n'y a pas une mobilisation, un engagement de la population. Et donc ici, notre message, c'est un message de confiance. On demande à la population de nous faire confiance et d'accompagner les actions dans le secteur de l'éducation et dans les différents secteurs pour améliorer les conditions de vie de nos populations, quoi. Et l'un des axes, c'est la jeunesse, l'un des axes, ce sont les filles et les femmes. Très bien, merci beaucoup Madame Raissa. Monsieur Yves,
nous sommes arrivés à terme de notre entretien du jour, mais ce Congolais lambda qui nous a suivis aujourd'hui, qui se pose tant de questions, qui n'a peut-être pas d'espoir, mais grâce à ces projets qui viennent redorer, donner encore de l'espoir aux Congolais, parce qu'on peut regarder seulement comme ça, quand vous circulez à Kinshasa, sur les visages des Congolais, on dirait l'espoir s'est envolé d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à travers ces projets qui d'ailleurs, je peux dire, boostent davantage la RDC dans tous les secteurs? Je pense que Mme Lacordo et Mme Raïssa l'ont dit. C'est vraiment un message de confiance. Confiance dans l'action des pouvoirs publics. Confiance dans l'action du gouvernement, confiance dans l'action de la mobilisation des ressources, mais aussi de tout le travail qui vient après, notamment celui de la mise en œuvre et de l'exécution des projets. En effet, quand vous lisez les documents de projet, vous voyez qu'il y a un ensemble des objectifs de développement qui sont décrits, mais également les cibles de ces différents projets. Donc, une fois qu'un projet est bien mis en œuvre, soyez-en sûrs que la population cible de ce projet va constater dans son vécu quotidien les résultats de ce projet. Et donc voilà pourquoi il y a un effort conjoint qui doit être fait, notamment avec l'engagement bien entendu des populations, mais aussi de la jeunesse, en appuyant ces actions en effet du gouvernement pour que effectivement les projets donnent les résultats escomptés. Voilà. Merci beaucoup, M. Yves, de nous éclairer sur la question. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Merci beaucoup, Mme Raïssa, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Mme José, d'accepter aussi notre invitation. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Je peux vous certifier, j'ai vu moi-même comment est-ce que les choses sont et comment est-ce que les choses tournent. Vous n'avez rien d'autre qu'à aimer votre pays. Parce que ces projets, la manière dont moi je les ai vus, en tout cas, ce sont des projets qui vont vraiment relever la RDC de ses cendres. Et j'ai confiance moi-même et j'ai foi. Et je mets tout mon cœur là-dessus et je crois que ça va aller. Soutenons-nous la main à la main. Nous n'avons que ça comme patrie, la RDC. Et je vous demande tous, en tout cas, de contribuer à la reconstruction de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci à vous d'être partout, à devoir nous soutenir. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans web au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Là, au quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo. Au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, qu'on récupérer mbongo là, il y a M-Pesa, Orange Money na bango et yo et si ka ozali bonne nouvelle Miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et continue na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba télémanagement Cécile il n'y a pas mieux que ça Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave Nandela il y a téléphone nayo plus facile il n'y a pas mieux.